À présent, je peux traverser mon quartier sans baisser la tête, sans passer à toute vitesse dans ma voiture. Non seulement les saisons ont pris un peu d'importance pour moi, elles en ont toujours eu une pour Cécile, mais je peux maintenant les raccrocher, les brancher sur la vie de ceux qui sont autour de moi. Je ne suis pas certain que eux, quand ils voient ma petite cheminée fumer, savent vraiment ce que je suis en train de branler là-dedans, mais il est à peu près certain que si j'ai l'air fatigué ou si on ne m'a pas vu pendant 2-3 jours, on viendra sonner à ma porte pour demander si on a besoin de quelque chose. Je sais qu'il fallait en arriver à ça, sans se faire d'illusions, en sachant très bien que le petit chemin que j'avais fait vers eux n'était pas un chemin complet, et surtout pas un chemin qu'ils avaient fait vers moi. Mais la tour d'ivoire dont on m'avait accusé d'être ma demeure n'est plus une tour d'ivoire pour eux. Je peux, si je vois une voiture sur la place et reconnaître que c'est la voiture d'un médecin, aller chez quelqu'un, ce quelqu'un-là me demandera de faire les piqûres s'il y a les piqûres à faire, d'aller chercher des médicaments si on en a besoin, ou même tout simplement si les bras d'un homme manquent pour pousser quelque chose, c'est moi qu'on viendra chercher. Tout le monde sait dans ce coin-là que nous aimons les chats. À un point, c'est que Stéphane nous a été donné par un des cultivateurs de ce coin-là. Je peux rester à ma table sans rien faire et continuer quand même à vivre, me foutre sur mon divan et non seulement regarder la poutre avec ses veines, mais presque voir et entendre le gars qui l'a taillé à coups de hache. Je vis dans une maison qui vit, à défaut de vivre dans un corps qui vit bien. Quand il y a une nouvelle sensationnelle pour nous, c'est-à-dire la foudre est tombée sur un arbre ou il y a eu le feu dans une ferme, on peut se réunir soit chez moi, soit chez eux, et parler de ça. Et non pas ils me font oublier quelque chose, mais assez souvent, ce sont eux qui me remettent sur ma monture. Au point que je n'écarte pas la possibilité d'un jour les faire venir ici et de carrément leur montrer ce que je fais. Je vois pas pourquoi je m'en cacherais et pourquoi je les laisserais dans cette ignorance. Je n'ai rien à attendre de ça, mais je vis avec eux, je vis parmi eux. Je les connais bien. J'ai sans doute au fond de moi besoin qu'ils me connaissent bien aussi. Quand ça va mal, quand je tourne en rond dans mon atelier, je sais que maintenant je peux descendre mon escalier, passer dans ma petite ruelle, marcher très doucement. Ça sera suffisant pour faire sortir quelqu'un d'une porte. Un quelqu'un qui roulera peut-être une cigarette ou qui aura encore son crayon à la main et qui regardera le ciel. Ça ne sera pas une image rassurante. Ça sera je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux parler à ce niveau de nos rencontres, d'un certain contact? Oui, sans doute. Oui, je crois que je me trompe pas.
Les hivers pourront venir, comme l'hiver qu'on vient de passer. Des chutes de neige qui n'en finissent plus. Cécile et moi derrière la vitre, elle à sa fenêtre, moi à la mienne, regardant tomber, tomber, comme des tourterelles. Une immense couverture qui recouvrira tout. Avec sur le toit des maisons les petites cheminées qui fument et autour de la cheminée une grande auréole de vapeur et d'humidité qui fait fondre la neige. Pourra tomber, tomber de la neige, même en plein été. Il y aura toujours la petite cheminée de chez Tony qui fumera, ou celle de la grosse qui noircira. Il y aura toujours des paquets de neige qui tomberont du toit au moment où il y en aura trop, elle ne pourra plus tenir entassée comme elle est entassée. Et quand le matin je me lèverai et que je regarderai quelle est la hauteur de la couche devant ma grange pour pouvoir sortir à la fois et ma bagnole et moi me sortir de là, étant donné que j'habite un des endroits du village le plus balayé par le vent, là où s'accumule le plus de neige. Les premières années, j'ai pelleté de la neige propre et sale, seul, aidé de temps en temps par Cécile qui n'en pouvait plus. Maintenant, quand des jours et des nuits, la neige est venue, est tombée, s'est entassée, quand le tapis dépasse 1 mètre, je peux prendre mes bottes au matin, aller chez Griot ou chez Maclay, seulement les voir et leur dire qu'est-ce qu'il est tombé, ne pas en dire davantage, et voir le père Griot prendre sa grosse pelle, son grand garçon prendre une autre grosse pelle, et me suivre jusqu'à chez moi. Et ensemble, tous les trois, quelquefois le type de la place se joint à nous, tous les 4, coude à coude, pelle à pelle, à balancer ça pour que je puisse me tirer de mon merdier. Quand on pelte pendant des heures, avec 3 bonhommes autour de vous, même si là-haut sous le toit, sous l'angle du toit, sur le petit divan où je vais me réfugier, il y a quelque chose que moi seul je peux pelleter. Je sais qu'à l'air libre, j'ai qu'à taper à une porte, à certaines portes, et heureusement que ce ne sont que certaines portes, pour les amener et faire 50 mètres. 50 mètres qui mènent à la place. Une place qui est chasse-neigée par un gros engin. Sans les 3 pelles des autres, je ne suis pas cuit. J'aurais seulement à pelleter 1 jour de plus. Mais ce jour de moins que le pelletage m'amène tout autre chose qu'un jour de moins. Le gamin, lui, pelte un peu dans tous les sens. Le père pelte mieux. Le vieux qui s'occupe de l'atmosphère, il pelte scrupuleusement. Je me demande s'il ne compte pas ses coups de pelle pour ensuite les mettre sur son cahier. Son côté, qui est l'arête gauche de la route, ça m'a l'air d'être sa place définitive. On pourrait l'inspecter et la comparer à un cordeau. C'est droit. Quelquefois, il vient aussi, lui, près de chez moi, il regarde la petite route bien faite et je sais que je dois prendre ma pelle et venir dans sa cour. Lui donner la main. Parce que chez Griot, il n'a jamais voulu que je lui donne la main. Il a assez de bras, dit-il. Mais chez l'autre, le vieux de la place, je viens chez lui et je donne. De loin, il ne me laisse pas pelleter sur le bord parce qu'il sait que moi, je suis pas un maçon de la neige. Je ne fais pas des murs droits. Alors c'est lui qui se garde ce travail-là. Moi, je pelte dans le milieu. Puis on se quitte sur une cigarette, sur un verre, ou tout simplement sur rien. Le boulot est fini, je rentre. L'été, quand il y aura de l'orage, quand je les aurai entendus tous galoper dans les champs, je pourrai leur ouvrir la porte de ma grange pour qu'ils s'abritent, pour qu'ils fassent rentrer même un char de foin là-dedans. Je
pourrais carrément laisser tomber un dessin dans lequel je suis littéralement ligoté, et en entendant passer les tracteurs ou les bœufs les uns derrière les autres à une vitesse qui ne semble pas trop normale, en entendant de loin le tonnerre qui gronde, je peux maintenant plaquer mon dessin à ce moment précis, descendre dans le champ et ramasser à toute pompe le foin. Retrouver 2, 3, 4 heures après mon dessin, là où je l'avais laissé, avec des cloques dans les pognes. Là où je l'avais laissé, non pas comme s'il ne s'était rien passé, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et bien souvent, non pas le dessin redémarre, mais le dessin prend un virage. Si je reste trop longtemps maintenant, le cul sur ma chaise ou le corps sur le divan, c'est non seulement moi qui prends la décision de me lever, mais dans un geste très naturel, c'est Cécile qui vient et qui me dit si on allait faire un tour. Et le tour, c'est toujours avec des accros dans le milieu, c'est le bonjour d'un gars, la poule qu'il veut nous montrer, la vache qui n'a pas pu sortir parce qu'elle avait une blessure au pied. Sans réflexion, sans rien. On les reçoit. On les reçoit et eux, ils donnent. Il n'y en a qu'une qui ne peut pas donner. Depuis que Eric est mort, c'est la Suzanne. Elle allait de plus en plus mal. La mort d'Eric, ça avait été déjà sa mort. J'allais la voir de temps en temps. Elle était moins réceptive. On pourrait presque dire moins causante que lui. Alors j'y allais pour me faire tirer les cartes. Et petit à petit, je notais, et Cécile aussi notait, qu'elle descendait, qu'elle tenait à un cheveu, qu'elle maigrissait, jusqu'à ce que vienne son moment de tomber elle aussi dans un petit merdier. On va pas rentrer dans les détails, mais même les gars du village, que je n'ai pas accusés, les gars que je connais maintenant, non pas se sont conduits, non, je crois que ça n'a rien à voir avec une conduite qu'on pourrait analyser, mais ils ne se sont pas occupés d'elle, ils l'ont un peu laissé tomber. Pour eux, quand on est malade et quand on descend, il n'y a pas grand-chose à faire. À la rigueur, on coupe un pouce si c'est un pouce, mais si c'est dans les tripes ou dans la tête, une sorte de fatalité, on doit crever. Ils la laissaient crever tout doucement et nous n'avions pas de moyens. On a pensé la prendre chez nous et puis la prendre chez nous ne solutionnait rien. On a attendu une ultime limite qu'on ne savait pas si proche. Et vraiment, elle s'est mise à dégringoler dans un trou. Il a fallu l'envoyer à l'hôpital et c'est nous qui nous sommes chargés de la descendre de sa chambre. C'était devenu un squelette. Elle était dans son plumard, je la regardais. Elle m'a dit, ça vous rappelle Eric, et comme lui, je vais aller dans le petit casier là-bas, vous irez me reconnaître, et je veux qu'on m'enterre à côté de lui. Alors j'ai essayé de dire non, que c'était pas vrai, mais je croyais peu à ce que je lui disais. Elle était peut-être encore plus basse que lui. Ça tiendrait peut-être 1 heure ou 2. Dans la voiture, il a fallu qu'on la mette pour qu'on l'emmène. Je lui ai dit, il faut que je vous prenne dans mes bras. Alors j'ai passé mes bras en dessous son dos, et puis en dessous ses jambes. Je l'ai levé, c'était une plume. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Je lui ai dit, non, non, il y a ma femme seulement. Est-ce qu'il y a le voisin? Je lui ai dit, je sais pas s'il y a le voisin. Parce que j'ai pas de culotte. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça fout une culotte? Elle me dit, j'ai pas de culotte, je veux pas qu'il voie le cul. Je lui ai dit, je crois que vous n'en êtes pas au point de... Elle me dit, oui, je sais bien, mais je veux pas qu'on voie mon cul. Laissez-moi mettre ma culotte. Alors elle a essayé de s'emmancher sa culotte, elle n'y arrivait pas. Et puis, je l'ai aidée. Alors j'y ai vu son truc, son machin, son bordel. Elle m'a dit, vous pourrez dire que... Je dis, je pourrais rien dire.
Allez, maintenant ça y est, vous venez, vous descendez. On l'a posé dans la bagnole, et puis on a roulé tout doucement, et de temps en temps je jetais un coup d'œil derrière, je regardais. Elle glissait. Alors je l'ai allongée comme j'ai pu en lui repliant les jambes. Puis on est rentré à l'hosto. Puis là, elle n'a pas fait long feu. Quand on est revenu au village, il y avait le père Maclay qui était là, qui m'attendait. Puis il m'a dit, pourquoi vous l'avez embarquée? Je dis, parce qu'il fallait l'embarquer, on ne pouvait pas la laisser là, toute seule. Il m'a dit, mais ça sert à rien, maintenant c'est fini. Je dis, oui, je crois que ça y est, c'est fini. On n'en parle plus, quoi. On n'en parle plus. Eux n'en parlaient plus. Moi, c'était encore très frais. Nous en parlions, Cécile et moi. J'ai voulu en parler un peu avec la grosse ou avec Tony. Je me suis heurté à une muraille. Je voulais pas dire à Tony que je pensais qu'on aurait peut-être pu faire autre chose, mais je voulais essayer de lui faire comprendre que peut-être, si on s'y était pris un peu plus tôt. Seulement lui, il était devenu sourdingue quand je lui parlais de ça. J'avais que la ruelle à traverser pour aller chez la grosse. C'était pareil. Il y avait une petite muraille de construite autour de Suzanne. Fallait plus en parler. J'ai essayé de savoir si un copain ou une copine à la grosse était mort. Essayer d'en savoir un peu plus. Savoir comment il se comportait quand quelqu'un allait te claboter. C'est la grosse qui m'a affranchi. Elle avait eu 2 mecs dans sa vie. Un qui était mort il y a une vingtaine d'années, qui avait filé des fils. Un second, que j'avais aperçu une fois, quand on était arrivé au village. Ce mec-là, on savait pas que c'était son mari. C'était un petit bonhomme assez maigre. Quand on allait se balader dans les champs, on frôlait une maison. Une maison qui était inhabitée à ce moment-là. Et on l'entendait, et on pouvait le voir aussi avec une petite massette et une sorte de broche pour taper dans la pierre. Il fabriquait quelque chose, dans un gros morceau de pierre. On a fini par changer de chemin, passer tout à côté de lui. Petit bonhomme de 70 ans, en gros, qui tapait, qui tapait. On est resté planté là, à le regarder faire sans comprendre ce qui se passait. Le temps des éviers que creusent même les paysans ou les montagnards était révolu. Ici, les éviers d'abord ne s'usent pas, et quand ils sont usés, ils sont remplacés par ces beaux éviers en faïence blanche. Il était donc curieux de penser que ce gars-là était en train de faire ou un évier ou un petit abreuvoir pour ses bêtes. Ordinairement, on ne fait plus ça. Alors le lendemain et le surlendemain, on est repassé, il tapait toujours sur sa pierre. Je suis approché de beaucoup plus près. Poussé par Cécile, alors que moi, moins curieux, peut-être un peu plus gêné. Alors qu'ordinairement, c'est encore elle la plus timide dans ces histoires-là. Elle trouvait qu'il fallait savoir qu'est-ce qu'il faisait. Je me suis approché de lui, j'ai vu qu'il fumait, alors je lui ai tendu une cigarette. Ici, on offre 2 choses. Soit l'une, soit l'autre, ou soit les 2 à la fois. Le canon, avec le litre sur la table, qu'on verse généreusement dans les verres, puis le paquet de tabac qui doit circuler. J'avais pas de canon, mais j'avais mes pipes. Il en a pris une, il s'est mis à la fumer. J'ai pas réussi à lui demander qu'est-ce qu'il était en train de branler. Alors j'ai regardé, il y avait des éclats. C'était assez droit.
mais pas profond. Il semblait s'acharner sur les côtés à faire quelque chose d'assez net. Encore quelques jours et je suis revenu avec Cécile. Encore une cigarette, mais là, j'ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Elle m'a dit, ça se voit, hein. Je dis, moi je le vois pas, puis ma femme non plus. Ça nous intrigue. Vous tapez toute la journée, bon d'accord, il fait mauvais, alors vous vous foutez à l'abri et vous taillez une pierre, mais on taille plus les pierres comme ça. Vous êtes un ancien tailleur de pierre? Ouais, j'ai tout fait. Mais elle est bien taillée, celle-là. Ah bah elle n'est pas finie. Ça va servir à quoi? Ça, c'est pour moi. Oui, j'ai bien compris, c'est pour vous, je lui dis. Ça, moi, je vois pas à quoi ça va servir. Ça va me servir à moi. Oui, mais si vous me disiez ce que c'est, je comprendrais mieux. Alors, il nous a lâché, non pas naïvement, mais de la façon la plus simple. C'est ma tombale. C'est là qu'on a compris. On est repassé plusieurs fois encore. Petit à petit, sa tombale, elle prenait forme. Après avoir bien déblayé le dessus, l'avoir un peu poli avec une brosse en fer, je crois. Équarri tous les côtés, rendu à peu près d'aplomb. S'est mis à graver un nom, c'était le sien. Puis ensuite, il y avait sa date de naissance. Et puis la dernière fois où je suis passé, il y avait la date de la mort. Comme on était en 1959, il avait fait le 1, le 9, le 5. Ça me semblait curieux, ça. Pourquoi il ne mettait pas le 9? Puisque de toute façon, on approchait de 60. Alors c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est Cécile, qui lui a dit pourquoi mettez-vous cette date-là? Alors il a dit bah le 9, je le laisserai graver par mon copain Maclay. Alors on a haussé les épaules, il nous restait à peu près 2 mois. 2 mois pour arriver à 1960. Le gars avait l'air bien. Sec, mais comme sont les gars d'ici, ils sont rarement gros. On dirait des racines. Avec une gueule qui est toujours toute tordue. Il a crevé avant 60. Je savais qu'il était le mari d'une grosse à ce moment-là, mais je la connaissais pas encore. Et après des années, alors que maintenant on commençait à se connaître, ça me semblait un bon point de comparaison par rapport à Suzanne qui s'était barrée. Puis à Eric aussi. Alors je lui ai dit, et votre mari? Alors elle m'a regardé, on aurait dit que je lui apportais une nouvelle. Est-ce que c'était de la pudeur? Oui, j'ai cru que c'était ça, et je crois encore. Elle m'a dit, ben il est là-bas. Puis c'est tout. J'aurais voulu savoir si on n'aurait pas pu lui faire quelque chose, de quoi il était mort, mais... Non, il était parti. Tout ce que j'ai pu tirer d'elle est que je n'avais pas du tout envie de tirer. Elle commençait à me parler de l'enfance de son second mari. Quel gosse ça avait été. Pour moi, il était en train de prendre un peu de chair. De l'avoir vu une dizaine ou une quinzaine de fois, j'avais un peu tracé dans mon souvenir son profil. Avec sa petite casquette toute crasseuse. J'arrivais pas à lui donner pas plus un nom qu'un prénom. Il était rentré pendant 15 jours dans notre vie et il était parti. Il avait laissé en nous cette espèce de souvenir mystérieux. D'un bonhomme qui au mois de novembre fait sa tombale et qui, à la fin du mois de décembre, se met à crever. C'est effectivement Maclay qui a mis le 9. Et quand je l'ai me débiner, elle m'a dit, oh bien, vous qui êtes de Paris, si ça se trouve, vous connaissez le bled où il était né. J'ai dit, oui, je suis de Paris. Dans quel arrondissement?
Elle me dit, ah bah non, c'est pas un arrondissement, c'est le nom d'une petite ville qui est à côté de Paris. Je crois que c'est pas bien loin de Paris, il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il y avait la Seine. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 ponts. Il en parlait, il en parlait souvent de ces ponts. Vous savez, il a eu une drôle d'enfance, hein. Il s'est mis à boire de bonne heure et il est arrivé ici comme un malheureux. Comme mon mari était malade, on l'a pris pour garder les vaches, pour casser du bois. Il voulait pas de chambre, il voulait dormir dans la grange sur le foin. Puis quand mon mari est mort, petit à petit, il a fini par prendre ses repas avec moi toute seule. Puis c'est tout, quoi. Puis quand j'avais encore des gosses qui étaient un peu jeunes, eh ben, il m'a dit j'irai casser des pierres, puis on essaiera de les élever. Mais il me parlait tellement de ces ponts et de la Seine. Vous savez, il était pas fait pour venir à la campagne, hein. Je sais pas comment il a fini par atterrir ici. Il n'avait pas fait son service parce qu'il était trop maigre. Vous avez vu comme il était maigre, hein, puis trop petit aussi, il faisait pas 1,50 m. À côté de moi, ça faisait rire les autres. Oui, je crois que je me souviens du nom de la ville. Pendant qu'elle parlait, moi, je voyais les ponts de la Seine. Si c'était pas dans Paris, c'était à la sortie de Paris. Comme elle avait l'air de trouver des difficultés pour associer les lettres les unes aux autres et pour pouvoir me donner le nom de la ville, moi, de mon côté, je gambergeais. Non pas je m'amusais, mais j'essayais de deviner. Je voyais à la fois Aubervilliers, puis peut-être Saint-Denis. Il me semblait que ça lui allait d'être à Saint-Denis. Seulement, je voyais pas la Seine par là. Enfin, je la voyais sans la voir. Je voyais mal les ponts. Puis tout à coup, elle m'a dit au moment presque précis où moi j'ai cru découvrir. Elle m'a dit oui, il était de Boulogne-Billancourt. Alors je suis resté muet devant elle. Il était de Boulogne-Billancourt, il avait 30 ans de plus que moi. Pas loin de l'âge de mon vieux. C'était peut-être connu. Je gambergeais quand je suis sorti de la maison de la grosse. En revenant chez nous, j'ai essayé d'y voir clair. J'ai regretté un peu de ne pas lui avoir parlé davantage. Les jours ont passé, les semaines aussi, mais le village s'est mis à se vider. Eric, Suzanne, ce mec-là, dans des années avant. Le Mexicain qui, paraît-il, avait claboté. Un soir, j'étais dans l'atelier avec Cécile. On a sonné à la porte. Je suis descendu, j'ai ouvert. Je suis tombé devant Tony. Tony qui venait chez moi à 9 h du soir, il fallait qu'il y ait quelque chose de précis, de grave. Peut-être qu'il n'avait pas chié depuis plusieurs jours, et puis que d'un seul coup, il était effrayé. Alors je l'ai vu à la petite porte de la grange, et puis je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit, je suis venu vous dire au revoir. Alors j'étais convaincu qu'il avait la cuite, parce qu'il se cuitait terriblement. Alors, je lui ai dit, bah, au revoir ou bonsoir. Non, je suis venu vous dire au revoir. Pourquoi vous partez pas ce soir? Puis je le charriais un peu, quoi. Je dis, il va falloir rentrer à la maison si vous voulez. Il dit, non, mais croyez-moi, je vous dis au revoir parce que je pars demain matin. Je partirai avec le lait. Le lait, il était porté dans la ville d'à côté. Il était rare que ce type la bouge de son petit bled. J'ai voulu des détails. Il m'a dit, laissez-moi rentrer. Je dis, mais je vous ai déjà dit de rentrer, venez. Puis Cécile est descendue, on s'est foutu dans la cuisine. Ce gars-là, il aimait le vin, et puis il refusait toujours l'alcool. L'alcool sauf le rhum, disait-il, qui n'est pas de l'alcool. Alors du rhum, ça, il pouvait liquider 1 litre en une journée. Toujours d'aplomb. On pourrait pas arriver à savoir quand il était paf. Alors on a ouvert une bouteille de rhum, et puis on a commencé à lamper, tout doucement, tout doucement.
Cécile, de son côté, de temps en temps, faisait des petites marches d'approche. Où est-ce que vous allez? On finissait de notre côté, à notre façon, de croire que peut-être le vieux Tony était devenu brusquement un peu dingue. Alors j'ai voulu tirer ça au clair très, très froidement. Je lui ai dit, enfin, vous taillez où? Où voulez-vous vous tailler, vous qui avez une maison ici? Il m'a sorti, je rentre à l'hospice. Enfin, je dis, bah ça me ferait mal au ventre. Il me dit, bah, je rentre à l'hospice. Je lui dis, mais pourquoi? À quel hospice? Oh, à 50 km de là. Qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans? Alors, je vais foutre là-dedans que vous pouvez le comprendre. Eh ben alors, allez-y, parlez. Ben voilà, je vais vous le dire. Hein. Vous êtes vraiment pour moi des... Vous êtes d'accord, vous êtes des jeunes, mais vous êtes des copains pour moi. Je me suis trop fait chier dans ma maison cet hiver. Moi, je pouvais plus. Ouais, vous venez me voir, on discute. On discute, mais je raconte toujours les mêmes histoires, je les connais par cœur, puis vous aussi. Et je bois un coup avec le Maclay, j'en bois un avec le Griot. Bon, je marche un peu à droite, à gauche. Non, mais il y a trop de neige maintenant. Il y a trop de neige, je peux plus la supporter. Alors, je lui ai fait remarquer que la neige n'allait pas durer encore des mois et des mois, qu'on s'approchait qu'à du printemps, que s'il devait envisager de partir quelque part, bah ça ne devait se faire que parce qu'il était malade, parce qu'il ne pouvait plus se lever de son lit, parce qu'il ne pouvait plus se faire la tambouille. Non, non, disait-il, c'est pas ça. Faut pas partir quand on est malade, il faut partir quand on est comme je suis. Il faut que là où je vais aller, je puisse me refaire une petite vie. Je ne mets pas à 83 ans, alors. Restez chez vous. Non, mais ça y est, ma décision est prise et j'ai retenu ma chambre, on m'attend là-bas. On sera, paraît-il, 150. Je t'ai mis dans une chambre seule, dans une chambre avec 2, 3 gars. Non, non, je veux pas rester dans une chambre seule, j'en ai marre d'être tout seul. Ça fait bientôt 30 ans que ma femme est morte et... Puis il a sorti de sa poche un petit paquet. C'était de la camomille qu'il était venu apporter à ma femme pour qu'elle se fasse des bains d'yeux. Où est-ce qu'il était allé chercher que Cécile avait besoin de se nettoyer les yeux avec de la camomille? Ça, mystère. Il a voulu nous montrer comment on faisait des bains de camomille pour les yeux. Bon. Il a fait chauffer la flotte et il a fait légèrement infuser en disant bah ça vous pouvez le laisser refroidir et tous les matins en se réveillant. Je dis mais vous savez elle a pas tellement mal aux yeux. Il a dit non, c'est pas toujours parce qu'on a mal aux yeux. Mais chez nous on dit la camomille ça fait des beaux yeux. On a pompé. On n'arrivait pas à décrocher avec lui, puis lui non plus n'arrivait pas à décrocher avec nous. Il a voulu nous prouver qu'il était sain, qu'il avait encore toute sa mémoire, toute sa solidité cérébrale. Il voulait prouver qu'il n'avait pas perdu un millimètre de ce qu'il possédait depuis sa naissance. Il a balancé comme ça dans la pièce, une sorte de récitation. Récitation qui était sans doute une récitation conne, qu'on n'arrivait pas à très bien comprendre parce que ça sortait tellement, tellement rapidement. De temps en temps, il se gourait ou il s'arrêtait, il y avait un petit trou, alors il recommençait. La première terminée, il nous a dit qu'il avait appris ça quand il avait 13 ans. Ensuite, il a voulu nous prouver, parce que c'était ça ses preuves, qu'il pouvait remonter encore plus loin que ça. Alors une récitation quand il avait 10 ans, et puis une toute petite de rien du tout, quand il en avait 8. Celle-là, elle est sortie comme une fleur, avec quelques petits mouvements des mains pour bien nous faire comprendre ce qu'il était en train de murmurer. Il s'était penché sur le côté vers Cécile, la tête sur son épaule, avec un petit verre dans la main gauche et puis de la main droite des gestes, et son cigare dans un cendrier. Vers 11 heures, je lui ai dit, écoutez, vieux Tony, si vraiment vous partez demain matin, il faudrait peut-être partir maintenant, vous reposer un peu. Je vous fais une proposition, je vous embarque. C'est moi qui vais vous porter là-bas. Vous avez une valise? Il me dit qu'il n'avait jamais une valise. Il s'était fait un petit sac dans un torchon, avec une bout de ficelle autour. Je dis, mais alors je vous emmène quand même, vous et votre sac. Non, c'est pas la peine, je veux partir tout seul, comme ça, dans le camion de lait. Le camion de lait, il partait vers 6h30. Vers 6h, on s'est mis à la fenêtre. On l'a vu descendre la petite rue qui mène à la fromagerie.
avec son galurin sur la tête. Un mec qui a toujours porté des galurins. Et puis, au bout d'un bras, un petit sac et dans l'autre main, une canne. Le camion de lait l'attendait. Il est monté à côté du chauffeur. Et puis ils ont traversé le village. Moins de 2 mois après, même tabac. C'est la grosse qui sonne. Pas besoin d'expliquer, on avait déjà compris. Il a fait un café. Elle aussi, elle se taillait. Encore 10 ans comme ça, et peut-être même moins. Tout le monde se borrera le spice. Elle, pourtant, semblait plus solide. Plus solide moralement. Elle résistait apparemment mieux à l'hiver, à la couche de neige. Mais le départ de Tony lui avait foutu les jetons. Elle aussi, elle se mettait à parler de la neige alors qu'il n'y en avait plus. Que plus jamais elle ne repasserait un hiver ici. C'est un village perdu. Petit à petit, ils se mettaient à tout renier les uns derrière les autres. Alors je lui ai dit ce que je disais à Tony, quoi. Quand on est malade, oui, mais quand on est comme vous, on part pas. On n'a pas de nouvelles de Tony, mais croyez pas qu'il s'emmerde là où il est allé. Non, disait-elle. Non, non. Tout, mais pas ça. Je dis, bah alors attendez l'hiver. Non, je peux pas attendre l'hiver et je veux pas me laisser coincer là-dedans. Je dis, mais vous serez jamais coincé. On est là, le père Maclay est là. Vous savez très bien que... Oui, je sais tout ça, mais c'est maintenant que je dois partir. C'est Tony qui a raison. Et elle s'est barrée, elle aussi, dans un autre hospice. J'avais pensé à un moment donné, on avait fait une sorte de mariage, Cécile et moi. Tony finissant sa vie avec la grosse. Non, non, ils se sont foutus à au moins 200-300 kilomètres d'intervalle l'un et l'autre. Depuis quelque temps, je traverse une nouvelle période. Après les découvertes du quartier d'en haut. Après le départ, soit pour certains les pieds devant, pour d'autres encore un petit peu de vie en eux, j'ai réintégré mon atelier. J'ai trouvé comme tout neuf, tout propre. Je redécouvrais aussi bien des plumes que des cartons à dessin ou des tables. Je me suis foutu à mes tables et j'ai commencé à gratter. Il me semble que si, dans des moments pareils, il y avait le feu en bas, je ne bougerais pas. Quelquefois, Cécile me dit, il n'y a que ce que tu fais qui compte pour toi. Ouais, je lui donne raison. Je lui donne raison en parole, en reconnaissant que il n'y a que ce que j'ai mis en route qui compte pour moi. C'est pas un reproche dans sa bouche. C'est une constatation et en me le disant, elle espère m'arrêter au bord d'un petit trou. Quand elle me voit partir le matin de la chambre vers 7h15, 7h30, prendre le chemin de l'atelier, mettre un disque ou ne pas en mettre, marcher pendant 5 minutes ou pendant 1 heure, et que tout à coup le silence retombe là-dessus. Elle me dit qu'elle se sent si loin. Et elle a raison, je suis si loin d'elle à ce moment-là, pendant ces moments-là. Pendant cette période, ces périodes énormes de gros tas de barbaques que j'attaque. Je descends quelquefois vers 12h30, 1h. J'aimerais, si elle n'était pas là, faire sauter le repas. Tel qui m'appelle en me disant « c'est prêt ». Il m'arrive de rentrer dans la cuisine, de ne pas la voir. De ne pas voir qu'elle a mis un corsage propre ou un peu de rouge sur ses lèvres. C'est rare qu'elle me le fasse remarquer. Mais quand je le remarque pas, je sais qu'elle en souffre. Et à peine la dernière bouchée avalée, je me lève. Quelquefois, je m'excuse. Je remonte chez moi. Je remonte chez moi, pas toujours, pour immédiatement me remettre dans mon paplard. Je remonte chez moi et je m'allonge, je m'assois, je me lève.
Je fume, je bois. Je m'échauffe. J'attends que ça revienne et jusqu'ici ça revient toujours. Ma petite histoire se dévide lentement. Je redescends vers 7h, 7h30. Si j'avais une horloge, je pourrais pointer. Et si j'étais un ouvrier, je serais payé très cher. Tellement je me considère comme un ouvrier. À ce point que, sans m'en faire aucun honneur, encore moins de l'orgueil, si je me suis mis à vivre d'une certaine manière à l'écart du courant, mais les courants vraiment je m'en fous. Je m'en fous si je crève et si après on voit ce que j'ai fait et qu'on dit que c'est complètement con. Je m'en fous aussi si on dit, eh ben maintenant c'est dépassé pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est quitter la chambre, monter à l'atelier, le quitter le soir ou la nuit, essayer de dormir. Je brasse tout ce que je peux brasser. J'ai comme c'est venu là maintenant, des histoires à me raconter. Des petits besoins d'y voir un peu plus clair. Chaque histoire, je la retournerai des milliers de fois. Et des milliers de fois, il y aura un autre sens. Je suis pas du tout fatigué de ça. Comme je ne suis pas fatigué d'utiliser pratiquement toujours les mêmes moyens, les mêmes méthodes et les mêmes techniques. Je me sens pas prisonnier de ça. Jamais j'ai été prisonnier. Au contraire, au plus je monte dans l'atelier, plus j'ai envie de gratter. Au plus je retombe dans mes saloperies, au plus j'ai besoin de saloperies. Je dis que mon linge sale resterait toujours sale. J'ai pas besoin d'entretenir la crasse, j'ai pas besoin d'entretenir l'hygiène. C'est ici que j'ai mis quelque chose en route. Le camp, il me semble à présent que je l'ai dépassé. Le camp, il est un peu derrière moi. Je suis ouvert à tout ce que je peux mettre en route. Au commencement, j'étais étonné. Ayant toujours un œil suspicieux, détectant les combines. À présent, s'il y a des combines, je ne les connais plus. Tout est valable. Aussi bien gratter une feuille de papier remplie que ne rien faire du tout. Me sentant branché ici au gars de Calcutta que j'aurais pu être. À un gars qui gratte. Je veux pas de sécurité. Encore que j'ai besoin de savoir, non pas où je pose mes pieds, mais qu'il y a un peu de pain dans le buffet. On me dit qu'à ce rythme-là, d'une part, je ne tiendrai pas longtemps. Je m'excuse, mais ça fait déjà 15 ans. Pour moi, c'est pas mal. Que d'autre part, de me tenir là où je me tiens, plutôt caché qu'en vue, je ne dois pas attendre qu'on vienne à moi. Ceux qui me disent ça n'ont pas compris encore. J'ai pas besoin qu'on vienne à moi. J'ai besoin, comme le gars de chez Farman ou de chez Renault, de faire ce que moi j'ai envie de faire. Lui, c'est pas toujours ce qu'il a envie de faire. Lui, on le force. Moi, je me force pas. Mais ce qui nous rapproche, c'est que je crois qu'il est pas trop exigeant. Et moi, sur le plan matériel, non. Je préfère un bout de pain à un gigot. Si le gigot, c'est parce que j'ai vendu de mon angoisse, ça me fait chier. Je peux pas arriver à donner à la fois un titre et un prix à ça. C'est moi que ça concerne, c'est aussi Cécile que ça concerne. Stéphane, pourquoi pas. Quelques copains que je connais ou que j'ignore. Je crois que ça va pas plus loin. Ça ne sert à rien et je veux servir à rien. De là où je suis venu, lentement, peut-être sans trop m'en rendre compte, je retourne. En tout cas, si, à différentes époques, et sans doute encore ça viendra,
je me mets à regretter de ne pas avoir une musette sur le dos, avec à l'intérieur un bout de pain, un bout de saucifleur et un petit kill de rouge. Je le regrette, mais je suis complètement à droite ou à gauche, mais je suis pas dans le jeu. Ma musette, elle est dans ma cuisine. C'est pareil. Pas de différence pour moi. La seule, c'est que je fais pour rien et que ça me suffit. Qu'on me dise c'est bien, ça me plaît, ou c'est moche, ça me déplaît. Je vais pas aller jusqu'à mentir et dire que ça me laisse froid. Si on me dit ça me plaît, ça me fait chier. Et c'est exactement pareil si on me dit que ça me déplaît. Quelquefois, je montre ce que je fais. Ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien non plus les autres. Je le fais parce qu'il n'y a pas de réponse à donner à ça. Parce que je ne crois absolument en rien. Aucune valeur pour moi n'a de sens. Il n'y en a qu'une, une toute petite, c'est l'amitié. En dehors de ça, j'aimerais mieux qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille. Même pas qu'on se dise, il y a un gars là-haut qui gratte et... Non, rien. Seulement je suis